Non, pour la conférence, Allez, Et quand n'importe qui parle, on appuie. Ah, Mado, appuie parce que voilà, Bichou a commencé. c'est toi qui commence. c'est bon. Bonjour à tout le monde et merci aux journalistes d'être présents. Merci aussi à ceux qui sont venus participer à la conférence du Rassemblement indépendantiste et nationaliste. C'est vrai qu'à 4 semaines du prochain comité de signataires qui se déroulera le 2 et le 3 novembre, à Paris, le Rhin considère qu'il y avait des points qu'il était nécessaire de pouvoir vous échanger dessus et de vous donner les informations concernant sa position sur un certain nombre de sujets, tel l'avis du Conseil d'État, la grève perlée sur le débrayage de la DGRAC, la mission parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie et la mission de l'ONU, et les actions qui sont prévues par le Rhin dans ce cadre-là qui seront annoncées à la fin. Je laisserai les autres camarades développer les premiers points, un peu sur les chiffres au niveau des positionnements par rapport à la DGRAC. M. Papouti, Donc, peut-être avant de passer en revue les points qui ont été soulevés par Christian Théin, notamment sur l'avis du Conseil d'État, sur la grève perlée de la Direction générale des affaires coutumières, sur la mission qui a été faite par les responsables politiques calédoniens à l'ONU, sur la mission donc, parlementaire présidée par Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Je voulais rappeler quand même une des exigences du Rhin, du Rassemblement des indépendantistes et nationalistes, et notamment en vue du référendum d'autodétermination qui est prévu, si tout le monde le confirme, au prochain comité de signataires, donc le 2 novembre, pour la réunion politique et le 3 novembre pour la réunion technique. Notre exigence, c'est d'avoir des chiffres. C'est un peu cette problématique que nous soulevons depuis 2 ou 3 ans, à savoir que tout le monde souhaite qu'il y ait un corps électoral sincère. Un corps électoral sincère peut se concevoir si effectivement on joue la transparence, on joue aussi sur un certain nombre de chiffres qui doivent évidemment nous éclairer pour voir comment ça va se passer ou comment ça va se dérouler ce référendum d'autodétermination. Il y a eu déjà un premier point concernant donc, les personnes de statut civil de droit commun, de droit, je dirais de droit coutumier, où on avait dénoncé le fait qu'il y avait plus de 25 000 qui n'étaient pas inscrits sur la liste générale. Un travail a été fait au niveau de la Direction générale des affaires coutumières pour vérifier si effectivement il y a bien 25 000 et quelques. Et donc les agents de la Direction générale des affaires coutumières ont été mobilisés l'année dernière sous l'égide de l'État français et encore cette année. Et on est arrivé à un chiffre, je dirais, de 22 780 de personnes donc, qui, pour l'instant, ne trouvent pas de correspondance sur la liste électorale générale de 2016. Mais encore, il faut qu'on aille voir pour 2017. Et donc, malgré, je dirais, les propos tenus par un certain nombre de responsables politiques calédoniens, notamment de la droite coloniale, qui nous avaient déclaré que c'était des chiffres COUNEX, etc., etc., on est
on pense, le Rhin pense qu'on avait tout à fait raison de soulever ce chiffre, parce que ça représente vraiment une réalité. Dans les 25 000 et quelques que je disais tout à l'heure, effectivement, on avait compté les 4 000 mineurs qui, eux, donc, devraient avoir la majorité en 2018. Et donc, si on se retrouve aujourd'hui à 22 780, si on rajoute effectivement les 4 000, on est aux alentours de 26 000. Et donc, nous attendons encore aujourd'hui un décret qui doit venir de l'État pour pouvoir croiser ce chiffre de 22 780 avec les chiffres donc de la liste électorale générale par l'IDSE. Et donc ça, on a besoin donc, d'un décret de la part du gouvernement français. Aujourd'hui où on parle, c'est toujours pas fait, encore. Le deuxième point, c'est les personnes de statut civil de droit commun. Effectivement, le travail est en cours. Il nous reste quelques semaines pour avoir un chiffre précis. Pour l'instant, donc, nous avons un chiffre de la commune de Nouméa, où sur les 88 000 natifs enregistrés dans la commune de Nouméa, on trouve 35 906 personnes de droit commun enregistrées dans la commune de Nouméa qui ne sont pas inscrits sur une liste électorale. 35 000 et quelques. 906, ça fait beaucoup. Encore une fois, combien de Kanaks de droit commun se retrouvent dans les 35 000? Donc nous, on demande à ceux qu'on puisse nous éclaircir sur ce point. Même si l'État français nous dit que les statistiques ethniques sont interdites. Il y aurait 22 068, oui, 22 068 des natifs de droit commun issus donc, des autres communes hors Nouméa. Sur ce chiffre-là, on doit savoir, parce qu'il faut faire le croisement, pour savoir combien ne sont pas inscrits. Donc vous voyez qu'à 4 semaines donc, du comité des signataires, nous n'avons toujours pas des chiffres fiables et valides. Ce qui est important si, effectivement, on doit aussi trouver des consensus pour arriver à un corps électoral sincère. À ce propos, donc, on souhaite saluer le travail qui a été fait par la Direction générale des affaires coutumières, puisqu'ils se sont mobilisés effectivement pour qu'on ait ce chiffre de 22 780. Ces agents de la Direction générale des affaires coutumières se sont mobilisés. Ils ont organisé des grèves perlées, des débrayages, donc d'1 heure. Ils sont à la au quatrième débrayage, parce que ce travail complexe et difficile, néanmoins nécessaire, où il y a eu une mobilisation pendant, je dirais, pendant 6 mois, l'année dernière et encore cette année, pour arriver à ce chiffre de 22 780. Et malgré tout, et malgré cela, le HOCER s'est permis d'envoyer un courrier au président du gouvernement pour déplorer un manque d'implication de la Direction générale des affaires coutumières dans le chiffrage donc, des personnes de statut coutumier non inscrites sur la liste électorale générale. Et donc, il y a un collectif qui a été donc créé, composé pour la plupart donc des agents de la Direction générale des affaires coutumières, pour évidemment pour soutenir ce travail. Et en même temps,
on dénonce le fait que le président du gouvernement n'ait pas réagi jusqu'à présent, n'a pas cru nécessaire donc, de défendre donc, le travail qui a été fait par les agents de la Direction générale des affaires coutumières. Donc cette direction et ces agents donc, attendent donc, une discussion qui doit être faite avec non seulement le président du gouvernement, mais aussi avec le représentant de l'État français, donc le Haut-Serre. Et donc, nous sommes dans cette situation-là où, encore une fois, nous demandons à ce qu'il y ait des chiffres pour pouvoir bien aborder, donc, dans de bonnes conditions, ce comité de signataires. Je vais peut-être passer la parole à Madame Nounou, concernant les chiffres, et puis après, donc, nous aborderons la question donc, de cette mission parlementaire présidée par le ministre français, Manuel Valls, avec lui contre-arrivé. Mado. Merci. Donc, bonjour à tous. Sylvain a donné vraiment tous les chiffres nécessaires pour votre communication à votre niveau. Je crois qu'on m'avait aussi demandé de pouvoir aborder surtout l'avis du Conseil d'État par rapport à cette demande forte de la part du RAL, entre parenthèses, hein, d'obtenir vraiment l'inscription de toutes les personnes et surtout les Kanaks pour qu'ils aient leur droit à l'autodétermination. Donc ça a déclenché effectivement des questions posées au Conseil d'État. Et les réponses qui nous sont données, vous les connaissez aussi, hein, aussi bien que nous. Mais notre positionnement, nous, pour le Rhin, c'est de dire, ben ok, pour une inscription automatique, mais sur la liste générale, c'est tout. Hein, de toute population, comme ils le disent, qui sont là depuis un minimum de 6 mois, 6 mois, au niveau du pays. Donc toutes les populations, il y aurait une dérogation hein, de la part du Code électoral français, qui permettrait, dans une période d'exception, de pouvoir inscrire automatiquement tout le monde. Ok, mais après, il n'est pas question que nous acceptions l'inscription automatique sur la liste du référendum, la LESC. Il n'y a pas question pour nous. On veut qu'après, que les commissions administratives se mettent au travail en appliquant l'article 218, un article qui a été déjà même travaillé et modifié le 6 janvier, je crois, hein, en 2015. Le 6 janvier 2015, cet article 218, à la demande de Calédonie Ensemble, a bénéficié déjà d'une largesse très importante, puisqu'on y inscrit automatiquement des natifs qui sont présents sur la liste de provinciales. Donc nous, on n'avait pas prévu tout ça, hein. C'était l'automaticité d'une part pour les statuts coutumiers, hein, l'automaticité pour tous ceux qui avaient été électeurs le 8 novembre 1998, et c'est tout. Donc cet élargissement a été fait en janvier, on ne peut pas revenir en arrière, mais nous on demande l'application pure et simple de cet article modifié pour qu'il y ait que l'ISEE nous fasse part de toutes les nouvelles personnes inscrites sur la liste générale, bien sûr ça demande un travail technique, et que ces listes des personnes nouvellement inscrites sur la liste générale soient soumises aux commissions administratives spéciales et qu'on puisse se prononcer dans le cadre des commissions administratives spéciales en fonction de la situation et en particulier en ne laissant pas les personnes être inscrites si elles n'ont pas leur centre d'intérêt matériel et moraux. Il n'est pas question d'accepter que n'importe qui, et quand Calédonie Ensemble réclame l'automaticité obligatoirement après, sur l'ensemble de la liste du référendum, on dit non. Ça c'est clair, hein. Alors on est aussi par rapport aux chiffres, Sylvain l'a un peu souligné, il y a eu ce problème de soulever pour qu'on puisse informer vraiment toutes les populations qui sont absentes des listes générales. Dès qu'on aura les chiffres définitifs hein, par rapport à la liste de 2017, l'idée pour nous, puisqu'on réclame d'une façon forte, c'est qu'on lève l'anonymat de toutes ces personnes de telle façon qu'on sache qui sont
absents de la liste générale, simplement dans un but de faire un réel travail d'information. Parce que le travail d'information prévu par l'État ne nous satisfait pas du tout. On envoie soi-disant des courriers, on fait des recherches d'adresses, on connaît très bien toute cette situation d'un manque d'adresses pour beaucoup de populations, et en particulier les populations kanak. Et c'est encore cette population-là qui fait les frais d'une procédure qui n'est pas du tout adaptée au milieu social kanak. Donc nous, la seule solution, c'est vraiment de pouvoir donner le nom pour que chaque mairie ait ses noms et chaque parti politique qui sont en droit de faire un travail de sens. On nous le dit assez dans le cadre de l'ONU, tout le monde est là pour faire un travail suffisant d'information auprès des populations. Donc la levée de l'anonymat est indispensable et quelles que soient les remarques faites par rapport au décret de la CNIL et tout ça, non, on dit que... Et de toute façon, c'est un faux problème parce que quand on va établir la liste générale avec toutes les populations, on verra bien les nouveaux, on aura leur nom. Donc ça rime à rien que de s'opposer à cette levée de l'anonymat d'une façon rapide pour qu'on a très peu de temps pour que les populations, nous tous, on fasse le travail d'information auprès de tous ceux qui sont absents. Et bon, voilà. Donc c'est notre démarche à nous. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore dans ce Conseil d'État qui était préconisé dans l'avis du Conseil d'État. Oui, dans cet avis du Conseil d'État. Le seul problème, c'est qu'il est arrivé tardivement, déjà, et que là, maintenant, il faut attendre que des discussions se fassent au comité des signataires. Dans quel sens les choses iront? Nous, on sera très vigilants pour ne pas laisser les choses aller dans n'importe quel sens, ça c'est certain. Et voilà, donc je pense que si vous avez d'autres questions à poser, vous le ferez après. On va passer à la mission parlementaire. Bien. On a vu l'annonce la semaine dernière de la mise en place de cette mission parlementaire sur l'avenir institutionnel, présidée par Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, et avec pour vice-président Félix Gomez. Alors, d'abord, nous sommes étonnés que cette structure, elle existe. Il y a eu beaucoup de réunions sur différentes thématiques, et notamment sur l'avenir institutionnel entre tous les partenaires politiques, y compris l'État. Et on ne voit pas pourquoi aujourd'hui viendrait se greffer sur cette question-là une mission parlementaire, en plus présidée par quelqu'un qui s'est déjà illustré dans le passé pour ses a priori partisans. On a constaté dans le passé qu'à chaque fois que les pro-colonialistes exigeaient quelque chose, en tout cas demander à l'État de prendre des positions allant dans leur sens, à chaque fois ça a été fait. Et donc la question c'est où est l'impartialité de cette mission parlementaire, surtout par rapport, donc, comme je l'ai dit, au président Manuel Valls, et par la présence en tant que vice-président de Philippe Gomez, et aussi la présence de Philippe Dunoyer. Les accords qu'il y a eu dans ce pays ont toujours reposé sur des équilibres, notamment dans la composition des délégations. Et donc, vouloir avancer aujourd'hui sur la question de l'avenir institutionnel avec ces structures où il n'y a aucun indépendantiste, où comment dire, on retrouve les députés de Calédonie ensemble,
qui de surcroît est présidé par quelqu'un qui s'est illustré dans le passé par ses revirements successifs. Hein. On l'a vu d'ailleurs, et c'est pas à son honneur, au niveau de la présidentielle française dernièrement. Et donc, eh bien, nous, on n'est pas d'accord. Hein, on ne veut pas, par notre participation ou par notre aval, cautionner cette structure qui, pour nous, est bidon. Donc, nous, on rejette cette mission parlementaire donc, telle qu'elle est composée. Et puis, de toute façon, hein, elle va faire quoi? Elle va proposer quelque chose qui aille dans le sens de Calédonie ensemble. Ça sera rejeté par nous. Et on arrive au bout du processus de l'accord de Nouméa. La question essentielle pour nous, c'est le référendum d'autodétermination. Est-ce que ce référendum sera sincère ou pas? Voilà la véritable question qui est essentielle à nos yeux. Cela étant, hein, donc, on a voulu quand même intervenir par rapport à cette mission parlementaire. Et je profite pour saluer le courage et la lucidité de Jean-Luc Mélenchon, le responsable politique de la France insoumise. On a pu entendre un certain nombre de commentaires, évidemment, toujours aussi partisans et déformant la réalité. Toujours est-il que la lettre qui a été envoyée donc, pour préciser la position de Jean-Luc Mélenchon, elle est très claire. Et on partage tout à fait lorsqu'il parle de M. Valls comme un personnage clivant. Hein, c'est quelqu'un qui ne peut faire, qui ne fait pas l'unanimité et qui ne peut rassembler sur ses positions. Donc, nous, on préfère que M. Valls nous laisse tranquille avec notre dossier colonial et qu'il s'occupe plutôt de l'indépendance de la Catalogne dont sa famille est issue. Voilà, donc peut-être qu'il aura un avis éclairé sur la Catalogne, mais sur la Kanaki, on n'a pas besoin de lui. Voilà, merci. Donc, je vais passer la parole à mon collègue qui est ici présent, qui va compléter sur la France insoumise. Bien, merci. Bonjour. Merci aux journalistes présents de venir vous informer. Merci au Rhin pour cet espace de parole ouvert. Donc, ce que l'on pourrait rajouter, c'est que sur une île qui se dit terre de parole, où on apporte énormément d'importance à cela, on pourrait rappeler la chose très précise qu'a fait M. Valls lors de la primaire du PS, où il avait signé un accord comme quoi il suivrait celui qui, à la suite des débats et du vote du peuple, sortirait premier de la primaire. Où ensuite il est revenu sur cette parole donnée et sur cette signature, parce que je pense que ça se fait en signant des espèces d'engagements, en soutenant le futur président, M. Macron. Donc ce type de personnage, évidemment, ne convenait pas du tout à apporter la sérénité, à apporter la lucidité et à apporter l'apaisement qui est nécessaire pour ce pays. Le deuxième point qui ne va pas, à mon sens, et qui a dû influencer le débat remettant en cause le choix de ce président, et qu'il n'est même pas sûr d'être député encore très longtemps, étant donné que le Conseil constitutionnel n'a pas donné l'aval à son élection, à sa propre élection en tant que député.
En effet, sa propre élection en tant que député est soumise au Conseil constitutionnel parce qu'elle a fait l'objet de mise en doute. Alors on ne sait pas si elle est valable ou pas, c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher. Seulement s'il s'occupe du dossier et qu'elle est tranchée en sa défaveur, c'est-à-dire défavorable à son élection, ce monsieur se retrouve comme monsieur tout le monde et non plus député. Et donc c'est mettre entre les mains un dossier important pour l'avenir du pays, donc dans quelqu'un qui revient sur sa parole et qui en plus n'est même pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout dans ce travail. C'est donc quelque chose deux arguments qui font qu'on ne peut pas cautionner cette nomination à la tête d'une commission. Étant donné qu'on est dans un échange complètement démocratique et ouvert, j'apporterai quand même une petite nuance sur l'importance d'une commission parlementaire. Elle a pour but, normalement, d'apporter un éclairage, d'apporter un avis, d'informer, de faire passer des idées, et on ne peut que regretter, effectivement, de ce point de vue-là, enfin, pour faire avancer les choses, le fait que Jean-Luc Mélenchon démissionne. Maintenant, on n'a pas pris part aux arguments pour prendre cette décision, étant donné que ça se passe rapidement au Parlement, mais on la comprend, donc il y a du pour et du contre, quoi. Voilà sur la démission de Valls. On pourrait rajouter également de Mélenchon, et oui, Valls pas encore, donc. Mais prochainement, on espère. Par contre, le point que je voulais souligner aussi, c'est que ce monsieur est venu, en tant que ministre, apporter plus d'1 milliard d'euros. J'aimerais que tous nos amis qui nous écoutent entendent bien cela. Plus d'1 milliard d'euros, ça fait donc plus de 120 milliards de CFP. Et qu'il a donné cet ensemble de monnaie, on va parler en termes non pas d'argent, mais de monnaie au sens que c'est ce qui fait circuler normalement, c'est ce qui fait la vie dans un pays et l'activité. Eh bien, il a donné ça à trois grosses, comment on pourrait les caractériser, multinationales ou trois grosses structures financières et qui font travailler les gens, certes, mais si ce milliard d'euros avait été injecté dans l'économie réelle du pays, nous pensons, nous en sommes même persuadés, c'est un principe de l'économie qui est validé, quoi. Quand on injecte de la monnaie dans une économie, ça lui redonne de la vie, c'est-à-dire ça diminue le chômage et crée de l'emploi. Et c'est ce qui va, on le voit partout à l'heure actuelle, aujourd'hui, manquer dans le pays, c'est cet emploi, quoi, hein. On voit les licenciements, on voit même que ce plus de milliards d'euros ne sert pas à ne pas licencier, puisqu'il y a on appelle ça des charrettes, mais qui sont prévues, hein. Il y a déjà des licenciements qui sont prévus dans les usines, et donc ça ne va pas dans le bon sens. Voilà. Merci. Je vous remercie. On va parler maintenant des prochaines mobilisations que le Rhin entend organiser avant le comité de signataires. Après que l'ensemble des camarades nous aient énuméré les 4 et 5 points sur lesquels le Rhin tient à avoir des clarifications claires des politiques ici, comme surtout de l'État français. Le Rhin, il est né de quoi? Il est né de cette frustration, de cette manière dont on a essayé de traiter les Calédoniens et particulièrement les Kanaks ici dans leur propre pays. Sur ce dossier sensible du corps électoral. À chaque fois, on a fait des conférences ici, on a fait des marches pour alerter sur le risque majeur du dérapage sur ce dossier. Ce dossier qui nous a emmené en 84, ce dossier qui nous a emmené en 88, où on a laissé des gens sur le bord de la route avec ce dossier-là. Et on revoit encore les vieux fantômes de l'État français encore, qui nous ressortent des styles Pisani encore à travers des valses et autres, pour venir nous refoutre ça dans la gueule encore à la sortie de... Nous, on ne peut pas continuer à construire ce pays comme ça.
où des gens comme des Philippe Gomez et autres là, s'amusent à jouer aux pyromanes ici dans ce pays. Il faut arrêter de jouer ici dans ce pays comme ça. Vous voulez qu'on construise un pays ensemble? Et à chaque fois, les Kanaks, il faut qu'ils marchent dans la rue pour demander leurs droits ici dans leur pays. Mais ça, nous, on dit, c'est niet ça. Il faut arrêter les conneries ici dans ce pays. Il faut qu'on avance. Si on veut avancer ensemble, ben, il faut qu'on crée les conditions favorables pour que ce dossier du corps électoral là, l'aboutissement de l'inscription des populations Kanak, soit logés. Sinon, nous, on a dit sur ce référendum-là, mais il va falloir qu'on mette ce fameux point d'interrogation qu'on a dit. Et ça devient de plus en plus dangereux. Mais ça, je le dis pour les populations calédoniennes. Faisons attention, on est en train d'avancer dans le rouge, ici, dans ce pays. La marginalisation des populations kanak, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau social, au niveau culturel, tous les jours, il y a des syndicats qui se battent là pour demander la place des Kanaks, la place des populations calédoniennes. Et aujourd'hui, on dit à un moment donné, c'est que la population autochtone de ces pays, il a les possibilités de s'exprimer. Parce qu'il a fait le choix en 83, à Nainville-les-Roches, de partager son droit avec les autres. Bon, on va encore lui dire de lui refuser ce droit-là. Mais ça, il va falloir que les gens ils arrêtent à un moment donné. Il va falloir que Macron, il faut qu'il comprenne que son discours qu'il a tenu là-bas en Alger, là, mais il va falloir qu'il mette un point final à ce dossier-là. Sinon, moi je vous dis clairement, là aujourd'hui, on ira dans un mur, ce dossier-là. Alors le comité de signataires, là, il va falloir que les camarades aussi, il faut qu'ils partent avec l'idée dans la tête qu'on règle ce dossier définitivement. Sinon, ça ne sert à rien de tergiverser, de vouloir faire le joli destin commun et tout ça, là. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, ça ne sert à rien. Si on n'est pas capable de créer les choses ensemble. C'est pour ça que le Rhin il a décidé qu'entre la semaine du 23 au 28, il y aura une forte mobilisation qui va être lancée. Pour rappeler à l'État ses engagements forts dans ce dossier du corps électoral, dans l'accord de Nouméa, où on a demandé à un moment donné sur le principe de la décolonisation de faire en sorte que les Kanaks puissent s'exprimer en 2018 le plus librement possible. Alors ça, j'en alerte tout le monde et je lance un appel à toutes les populations calédoniennes de se donner rendez-vous pour la semaine du 25 au 28, parce qu'il y aura une forte mobilisation qui va se faire sur la ville. Voilà un peu pour compléter le dossier. C'est un dernier mot sur la mission. Moi, je suis obligé d'y aller. D'accord. Non, c'est juste sur la mission parlementaire. Voilà, non, je voulais juste rajouter, pour terminer notre conférence, pour dire que autant on est très sceptique sur la mission parlementaire présidée par Valls, autant on est pour faire un lien avec l'ONU, on est pour qu'il y ait un audit sur le processus de décolonisation. Et ça nous intéresse plus qu'une mission de